Bonsoir, salam alaikum, Monsieur Fdawel, marhaba bikoum, microscope de ce soir. Donc, nous allons ici, avec nos invités, de revenir à la question de la journée nationale de l'armée célébrée hier, le 4 août, donc depuis 2022. Cette journée est célébrée chaque année, le 4 août, pour célébrer l'armée nationale populaire, l'ANP, l'héritière de l'ALN. Comme aime bien dire Chingri Abdelmajid Tebboune. Nous allons donc revenir aujourd'hui à ce sujet de l'armée nationale, la sacralité de ce sujet aussi. Pourquoi on parle peu au sein de la classe politique, dans les médias, dans la société civile aussi, pourquoi il n'y a pas de débat sur ces questions, sur cette question de la place qu'occupe l'armée aujourd'hui dans la scène nationale en Algérie, et politique et sociétale, etc. Nous allons donc poser quelques questions par rapport à tout ça à nos invités. On a aussi comme sujet ce soir l'entretien qui a été accordé par Massaad Boulos à Al-Watan, au quotidien Al-Watan, dont il est revenu à la question du Sahara occidental et la marocanité justement de ce territoire. La presse algérienne, pareil, silence radio sur cet entretien, et pourtant, il est largement partagé sur les réseaux sociaux depuis hier. Voilà, pour en parler, nous avons avec nous Majid Hachour. Je pense qu'il est avec nous. Non, je ne sais pas, parce qu'il est en train de m'appeler sur WhatsApp. Majid Hachour, bonsoir. Majid? Majid Hachour n'est pas avec nous, donc voilà, nous allons essayer de le rappeler. Majid Hachour, dans quelques instants. Avec nous, Sofiane Hanachi, militante politique depuis Londres. Sofiane Hanachi, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, marhaba bik. Merci pour l'invitation et bonjour à tous vos auditeurs. Merci à Texaha, c'est Sofiane, marhaba bik. Majid Hachour est revenu avec nous. Majid Hachour, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Excusez le peu de réseau qu'il y a quelque part. Ah oui. C'est toujours le désert. Je ne sais pas si vous m'entendez. Sinon, vous me reprenez par téléphone si vous m'entendez. Allô? D'accord, très bien. Majid Hachour, oui, on vous entend. Hein. Un peu haché, mais on vous entend. Eh ben, c'est la connexion de Jazair Montassera, comme disait Majid Hachour. Sofiane Hanachi, on va commencer par Londres en attendant de rétablir un peu cette ligne téléphonique avec Majid Hachour. Sofiane, donc, c'est la journée nationale de l'armée, donc il coïncide avec le 4 août de chaque année. 4 août 1962, l'ALN est devenue ANP. Donc, Abdelmajid Tebboune, depuis 2022, il a dit que voilà, chaque 4 août, nous célébrons l'armée nationale, l'armée, même l'ALN d'ailleurs, puisque pour Abdelmajid Tebboune et Chingri, c'est une héritière de l'ALN. D'ailleurs, même cette expression est objet de débat en Algérie, dans la classe politique. Héritière, pas héritière, mais du moins, Sofiane, il y a un tabou par rapport à cette question de l'armée en Algérie. Héritière, oui, mais héritière de quoi? Héritière de l'ALN sous la forme ou l'esprit? Il y a parce que l'ALN de 1962 a comparé avec l'ANP actuelle et tous les changements qui ont eu dans l'institution. Bon, ils ont peut-être un petit peu le droit de le dire que c'est l'héritière de l'ALN, mais en allant sur l'analyse, est-ce que l'ANP maintenant elle est conforme au principe de l'ALN qui a combattu pour l'indépendance de l'Algérie? Là, il y a des points à discuter. Merci Sofiane. Majid Hachour, même question Majid Hachour, donc cette journée nationale de l'armée, beaucoup de questions qui reviennent chaque année, héritière, pas héritière, et cette sacralité aussi autour de l'armée, Majid Hachour. Je m'explique, c'est haché. Allô? Oui. Allô? Oui, j'avais dit que j'ai pas bien compris la question à cause des haches.
Donc, vous voyez la question, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allô? Oui, oui, Majid. Vous entendez très mal, Majid Hachour. Donc, je disais que, oui, moi aussi, je vous entends vraiment mal. Le réseau n'est pas spécialement. Qu'est-ce que vous. C'est les aléas du direct et c'est les aléas des réseaux, de nos réseaux. Donc, je n'avais pas compris la question. On parlait de la journée nationale de l'armée, Majid Hachour. Je disais donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette sacralité de l'armée, de ce sujet de l'armée? Qui n'est pas fier de son armée, qui ne sera pas fier de son armée. On aurait être juste plus fier de notre institution militaire. Il n'y a pas une armée, il n'y a pas un pays où il n'y a pas d'armée. C'est rare. C'est très rare d'avoir un pays, des pays sans armée. Et qui n'aspire pas à une armée forte, capable de sauvegarder le pays, de protéger le pays et surtout de protéger le peuple. Nous, on rêve d'une institution vraiment au service du peuple. L'article anciennement 28, maintenant je pense 32. Allô, vous m'entendez, RPC? Oui, très bien. Ah, voilà. Donc, je disais que l'article anciennement 28 et l'article 32 soulignent bien ce rôle. Nous, on aspire, on espère, on souhaite, on attend que cette institution remplisse son rôle conformément aux dispositions de notre Constitution. Sans plus. Justement, parlons d'institution. Majid Hachour, parlons d'institution. Pourquoi, quand on parle de l'armée, on a l'impression tout de suite qu'il faut aller doucement, faire attention. C'est pas une institution comme toutes les autres. C'est pas comme on parlait de l'économie, de l'industrie, du tourisme. Normalement, dans un pays qui se respecte, une institution même militaire est une institution comme les autres, une institution qui respecte sa loi, son statut conformément à la loi fondamentale, la plus haute loi de tous les pays, à savoir la Constitution. Nous sommes un peu traumatisés par tout ce qui s'est passé là, depuis 2019. Rappelez-vous que malheureusement, ce mot même militaire ou armée est devenu malheureusement tabou. Vous avez vu, on a vu des gens attaqués, arrêtés, emprisonnés juste à la prononciation de ce mot, alors que normalement, institutionnellement et constitutionnellement, l'armée, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, c'est des institutions, et des institutions publiques sujettes à critique constructive ou pas, mais elles sont sujettes à critique parce que elles sont appelées à agir par deux axes. Ils ont des stratégies, ils ont des feuilles de route, et tout cela normalement devrait être public, et comme c'est public, elle devrait être sujette à critique, et quoi de plus normal et quoi de plus routinier. Mais bon, on assiste à une certaine sacralisation, avec tout le respect pour l'armée. L'armée, c'est notre armée. À chaque fois, voyez-vous, à chaque fois qu'on prononce le mot armée, nous sommes obligés de dire que c'est notre armée, que nous avons de la famille dans l'armée, nous avons nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos frères, nos sœurs, nos pères, anciennement les grands-parents qui sont à l'armée. L'armée est populaire. L'armée est populaire. Raison de plus. Quelque chose de populaire. Et toujours public, et quelque chose de public, je le répète encore, et sujet à critique. Pas au dénigrement, d'accord, pas au dénigrement, mais les sujets à critique. Tout le monde doit avoir son opinion sur une institution qui est publique.
de par son histoire, de par son présent, de par son futur. Il faudrait que si on critique, si on discute, si on débat, tout doit être mis sur la table pour être débattu sans tabou et sans manquer de respect. Il ne faut pas qu'il voit ça que c'est un manque de respect ou un outrage ou une démoralisation comme on les voit dans les dossiers judiciaires. Non, absolument pas. Mais si on critique, c'est pour avancer, c'est pour faire un bilan, c'est pour le présent, c'est pour l'avenir. Il ne faut pas avoir peur de la critique, il ne faut pas avoir peur des opinions divergentes. C'est vrai qu'il y a une ligne rouge. La ligne rouge, c'est que c'est comment dirais-je, le refus de la présence de cette armée, qui peut refuser la présence d'une armée dans n'importe quel pays, c'est le refus de voir son armée se développer, de voir son armée forte, de voir son armée avoir une stratégie, avoir une politique, pourquoi pas, disons-le, osons le mot, elle doit avoir une politique de développement, de structuration, de logistique. C'est tout ça qui est, en principe, qui est public. Tout ça est public. Moi, quand je vois qu'à l'APN, on interdit de discuter, et pourtant, il y a une commission défense nationale. Et quand je vois des députés interdits de poser des questions sur cette institution, moi, je me pose des questions, avec tous mes respects, sans outrage, sans démoralisation, sans mauvaise langue aucune. Comment dire, un parlement est appelé aussi à discuter de tout. Comment qu'on interdit la discussion sur cette institution? C'est tout ça pour dire qu'il y a une espèce de sacralisation, bon, plus qu'une sacralisation. Alors que, de par le monde, il faut le dire, il faut le répéter, on a affaire à des institutions qu'on respecte, mais qu'on aimerait qu'elles soient plus performantes, qu'elles soient plus avancées, qu'elles soient plus fortes, qu'elles soient plus élaboratrices et sophistiquées en stratégie. C'est tout cela qu'on veut. Après, il y a ce qui est spécifique à l'Algérie. Il y a une histoire qu'on ne veille pas. Moi, quant à l'histoire, je me place dans la position d'Aïd Ahmed, de Ben Khadda, de Karim Ben Qassem, de Abban. Moi, j'adopte leur position. Et qui peut démonter Abban ou Aïd Ahmed de Ben Khadda ou Karim Ben Qassem, et qui peut les qualifier de traîtres, contrairement à certaines presses dans les années 65-68, qui a qualifié par exemple avec les deux traîtres, mais sont-ils traîtres? Ils sont pas traîtres. Ils ont débattu d'une institution, ils ont formulé des idées et des propositions quant à ces institutions. Et moi, sans détail, tout le monde peut revenir à l'histoire. Moi, je me place dans le contexte et les positions de ces énormes hommes. C'est clair, et sans rancune, Restez avec nous, David Hachour. Pourquoi à chaque fois qu'on parle de l'armée, généralement, dans la scène politique surtout, ou en Algérie, on parle d'une institution qui s'immisce dans les affaires politiques de l'État. Et on l'appelle même en arabe, on dit c'est l'armée qui fabrique les présidents. Je pense que la critique qui revient souvent, c'est ça, en fait. Oui, c'est exactement ça, parce que si vous voulez, le pouvoir effectif en Algérie, il est détenu par l'armée. L'armée est une institution de l'État qui fait partie, en principe, d'un gouvernement. Et dans un gouvernement, il y a ministre de la Défense, il y a ministre des Finances, il y a des concertations sur la gestion des affaires de l'État. L'armée est une institution qui a une mission constitutionnelle de défendre le territoire national, les eaux territoriales, l'espace aérien algérien et l'espace terrestre algérien.
Mais notre institution militaire va au-delà de sa mission constitutionnelle et qui s'ingère dans les affaires politiques, économiques, sociales et même culturelles et sportives de l'État. Quand vous avez une armée, bon, quand on parle de l'institution militaire, c'est-à-dire on ne parle pas de l'armée, on parle, moi je veux pointer le doigt à un département du ministère de la Défense qui est la direction de la sécurité. Et en fait, c'est cet outil-là, qui est un outil militaire en fait, qui agit comme le policier dans la société, c'est-à-dire en dehors de l'institution militaire, pour préserver le pouvoir à l'institution militaire. Quand vous avez une armée qui intervient dans les crises politiques, on peut commencer par 1992, où il y avait un problème politique, oui, mais la solution ne devait pas être militaire. Il y avait des voies pour résoudre le problème, bon, disons-le clairement, le problème du franc du fils, c'était un problème politique. Et c'était un problème qui pouvait être résolu politiquement. Il y a une justice constitutionnelle auquel le parti pouvait être référé à, et un jugement, et je veux dire que on n'avait pas besoin d'avoir les chars dans les rues, comme disait Abdelhamid Mahri, Allah yarhamou. Une démocratie qui est protégée par les chars est une démocratie malade. Et tout ce qui a suivi après 92, la décennie noire, c'était l'armée qui gérait tout. C'était l'armée qui a ramené Bouziaf. C'était l'armée qui a ramené Yamin Zarwal. C'était l'armée, en partie, qui a ramené Bouteflika. C'est donc, quand vous avez l'armée, les services de sécurité de l'armée qui mettent en prison un journaliste parce qu'il a écrit un article, là, l'armée, elle va au-delà de sa mission constitutionnelle. Nous, on aimerait avoir, comme l'a dit mon frère, votre interlocuteur de Tizi Ouzou, cette armée, c'est une institution de l'État dans laquelle il y a nos enfants, nos voisins, nos parents, nos amis, et elle doit se comporter comme toute autre institution, à bien gérer ses affaires, à ne pas gaspiller les ressources de l'État, à valoriser mieux sa mission de défense, à faire de l'innovation dans l'armement militaire, même en collaboration avec des universités. Il faut que l'armée, elle s'améliore. Mais nous, je suis désolé de le dire, mais là, on a une institution militaire qui utilise un service de sécurité d'une manière inconstitutionnelle, d'une manière complètement voyoucrate, je dirais même, hein. Des kidnappings, voilà. Donc là, l'armée, elle remplit pas ses objectifs constitutionnels. Au contraire. Monsieur Halachi, j'entends très bien ce que vous dites, mais Abdelmajid Tebboune, dans une interview, et il dit exactement le contraire. Il dit que l'armée ne fait plus de politique depuis au moins 10-15 ans. Nous allons l'écouter. الجيش خرج من السياسة، خرج من السياسة راه في بالك 12 سنة 15 سنة خرج تماما من السياسة وفات المهنية. هذه داخلة في المهنية نتاع الجيش، يعني الجاهزية في أي لحظة جاهز لأي طارئ. ما بقاش يدير السياسة الجيش، خطاه. Monsieur Halachi, donc là c'était Tebboune. Nous allons l'écouter dans une autre vidéo. مع الأسف فيه بعض من ولاد بلادي يعني مثقفين وهذا منين تهضر هذا الكلام يقول لك
لو سيندروم دو لا كومبلوتيت. البلاد هذه لازم تتحطم بصفة ولا أخرى، فركتها من الداخل. جربوا معنا كل شيء، بغاو يفركتوا الجيش، طالقينهم يسبوا في الجيش ويسب كذا وماذا. وين شفت انت حكم عسكري عندنا هنايا؟ وين؟ شعارات. شو حنا شي فوالا وين شفتوا الجيش في السياسه؟ وين؟ سي بون كي سبوز لا كيستيون pour la nier bien sûr. Ça tombe bien en fait, parce que ça fait au moins 10 jours, je crois, ou 2 semaines, moins de 2 semaines, lors d'une visite, je ne sais pas où c'était, et il y avait Chingrecha avec lui, et il parlait avec un entrepreneur sur l'importation de certains produits. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, en arabe, l'attaque, الجيش التصريح للاستيراد تقدر تستورد. Là, on importe avec, si un entrepreneur, il doit importer, il doit avoir l'aval de l'armée. Ça fait même pas 2 semaines. C'était c'était dans la télé, quoi. Donc, Tebboune, il est, comme on dit en anglais, he's out of touch. Et il n'est pas en lien avec la réalité, soit par ignorance, parce qu'il vit dans une autre dimension, dans un autre monde, soit en connaissance de cause. C'est toujours des... Et malheureusement, les journalistes qui questionnent et qui font les interviews ne posent pas des questions objectives. Et ils passent le temps à aller sur des slogans avec des sourires ou un peu de faire et zlato tfer'in. Et puis c'est tout. Soufiane Hanachi, pourquoi justement les décideurs en Algérie s'entêtent à vouloir ignorer ce sujet? Et pourtant, nous l'avons vu durant le Hirak, pendant plusieurs mois, des Algériens qui scandaient chaque vendredi dans les Madaniya, Machi Askariya, par exemple. Donc la revendication est là. Pourquoi vouloir l'ignorer comme ça? Bon, maintenant, cette revendication est ignorée depuis, on peut dire qu'elle est ignorée depuis 62. Nous allons regarder cette vidéo aujourd'hui. Monsieur Hanachi. De la vidéo. J'ai eu la vidéo, mais pas le son. Bon, d'où la Medaniya, mais chez Askaria. C'était ça le slogan du Hirak. Le Hirak, il a bien pointé sur le fond du problème de la gouvernance. Que le peuple, il demande une gouvernance civile, mais pas militaire. Je dirais que peut-être l'ère de Bouteflika, je crois que c'était le seul homme politique qui pouvait contenir l'institution militaire, parce qu'il connaissait bien les dessus, dans son temps, hein. Dans son temps, quand il y avait les parrains de ceux qui sont à la tête de l'armée maintenant. Je parle de Tawfiq, Ammari, Khaled Nazzar, Rabbi Belkhir, et tout le clan qui avait un lobby qui était protégé par un lobby français, en fait. Et Bouteflika, il connaissait très bien les deux bouts. Quand il a dit sa phrase fameuse,
dites aux généraux de me manger s'ils le peuvent. Et là, il savait très très bien ce qu'il était en train de dire. Bon, mais malheureusement, il a contenu peut-être l'armée, mais pour son propre intérêt personnel. C'est bien dommage qu'il ne l'a pas fait pour le bien de l'Algérie. Bon, ceux qui sont à la tête de l'institution maintenant militaire, qui sont en fait les héritiers d'hier, n'ont même pas comme on dit en anglais, les skills. Ils n'ont pas le savoir-faire politique comme ceux qui étaient ceux qui étaient avant. Même si on peut débattre aussi ce que Fernozab et compagnie ils ont fait, mais il y avait un petit peu de contrôle. Ils savaient à quel point et avec quelle manière communiquer avec la société civile et comment se montrer à la scène internationale. Mais ceux qui y sont maintenant en ce moment-là, je suis désolé, mais ils n'ont qu'un seul langage, c'est la répression, c'est l'injustice et faire taire tout le monde. Voilà. Merci, M. Hanachi. Restez avec nous. Majid Hachour, vous avez parlé de Ben Khadar, le premier président du GPRA. Nous allons l'écouter. La révolution n'est pas l'œuvre d'une fraction du peuple, mais elle est basée sur la mobilisation de tous les Algériens. La cheville ouvrière, le gardien vigilant de la révolution, c'est le militant, avec ou sans uniforme, qu'il soit dans le FLN, l'ALN, les syndicats ou toute autre organisation nationale. L'armée est au service de la nation, c'est-à-dire qu'elle est sous l'autorité directe et absolue du gouvernement qui exprime la souveraineté nationale. Elle n'est pas la source du pouvoir selon l'idée simpliste qui confond force armée et origine du droit et du pouvoir. Cette origine ne peut être que le peuple. C'est là un principe de base de notre révolution et de tout. Majid Hachour, donc là nous avons un Ben Khadar qui dicte vraiment comment doit être l'armée et c'est quoi son rapport à la politique dans une nation. Sinon, Majid Hachour, les slogans du Hirak, ils étaient très clairs sur cette question. Majid Majid Hachour, nous allons essayer de le rappeler. Sofiane Hnachi, nous allons passer à au deuxième sujet, c'est celui donc du Sahara occidental, du Polisario, et cette interview justement de nous avons une question donc de Al-Watan, la dernière déclaration du secrétaire d'État américain Marco Rubio sur le soutien au plan marocain d'autonomie a suscité une réaction des autorités algériennes qui ont regretté cette position. Quelle est, selon vous, la solution acceptable pour tous dans ce dossier? La réponse donc du secrétaire d'État. Le secrétaire d'État Rubio a réitéré que les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et soutiennent la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme unique base pour une solution juste et durable au conflit. Là, il donne son avis. Les États-Unis continuent de croire qu'une autonomie réelle sous souveraineté marocaine est la seule solution envisageable. Sofiane Hanachi. Nous n'avons pas vu ça sur les télévisions algériennes, les médias, personne n'en parle. Oui, bien sûr. Vous n'allez pas voir ça sur le 20h d'Algérie. Juste pour mettre quelque chose bien au clair.
la question du Sahara occidental, chacun peut avoir un avis. Hein, et spécifiquement à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée des Nations Unies, qui en fait qui a le dossier et Oui. qui aussi disons légitime la création d'un État ou la reconnaissance d'un État, et il y a plusieurs critères là-dessus, dont la convention de j'ai oublié le pays sur comment reconnaître un État. Il y a un vote et tout. Donc, ok. Le problème, c'est que l'Algérie peut avoir une position, comme tout autre pays, sur la question du Sahara occidental. Le problème que moi j'ai, c'est la manière que l'Algérie traduit son support ou bien son support pour le Polisario, c'est-à-dire qu'on est en train d'agir comme si le Sahara occidental était une partie de l'Algérie qu'on essaye de libérer. On détient un groupe de 250 000 ou 300 000 de Sahraouis à Tindouf qui sont bien armés. D'ailleurs, l'année passée, ils ont même fait un cirque militaire, un défilé militaire plutôt, qui est ça fait 3 jours. Il y avait une délégation du Sahara occidental qui était présente au Brésil pour le 17e congrès du Parti brésilien des travailleurs. On a même avancé la question du Polisario dans nos relations économiques et nos relations internationales avec la rive Méditerranée du Nord. Voilà, on se fâche avec l'Espagne, on coupe les relations quand l'Espagne opte pour l'option marocaine, et on se met dans les bras de la France, et quand la France fait la même chose, on commence à rompre les relations avec la France et on retourne à l'Espagne qui n'a pas au fait changé sa position. Donc, tout le support qu'on donne, tous ces déplacements de ces délégations de Sahraouis, leur besoin de vivre à Tindouf, l'énergie, la nourriture, le transport, les délégations qui voyagent, tout ça est bien financé par l'Algérie. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous dire non, il y a un support international. Non, il n'y a que l'Algérie qui finance le tout. La semaine dernière, j'ai eu mal au cœur quand j'ai vu qu'il y avait des enfants, pas pour dire que j'ai eu mal au cœur. Ils ont annoncé qu'ils avaient envoyé les enfants du Polisario en colonie de vacances sur les côtes algériennes. Il y a des dizaines de milliers d'Algériens qui ne savent même pas ce que ça veut dire vacances. Nos propres enfants. Et là, on publie au fait qu'on met des enfants du Polisario sur les camps des plages algériennes et les montagnes et tout ça. Alors que si vous allez maintenant en plein été dans l'intérieur du pays, et même à Alger, la capitale, dans l'école, vous allez voir comment passent les enfants algériens leurs vacances. Donc, puisque vous parlez du Polisario, nous allons passer une petite vidéo. Donc, parce que le Polisario, finalement, a accepté donc la main tendue du roi du Maroc, qui avait appelé au dialogue. Donc, le Polisario a répondu, nous allons l'écouter. Merci.
إننا على كامل استعداد للدخول مع المغرب في مفاوضات مباشرة ترعاها الأمم المتحدة جدية وذات مصداقية بلا إملاءات ولا شروط مسبقة للتوصل للحل العادل والتوافقي الذي يحترم مقتضيات الشرعية الدولية. Majid Hachour, donc là nous avons le Polisario qui accepte de dialoguer avec le Maroc, c'est pour la première fois qu'on voit une déclaration solennelle enfin pareil, et bien sûr depuis Alger, enfin Boumerdès, voilà, hier. Majid Hachour, donc sur cette question du Polisario, une interview accordée par Boulos Al-Watan, dont il dit clairement que les États-Unis soutiennent la position du Maroc. Vous entendez bien Al-Hussein cette fois? Oui. Non. Ah, c'est pas possible. Donc, vous m'entendez bien cette fois, Yak? Oui, très bien. Donc, c'est cette question. Il ne s'agit pas, c'est pas le premier soutien des États-Unis n'ont pas soutenu uniquement le Maroc en 2025 et l'ont déjà soutenu en 1975. Le projet de l'autonomie était l'œuvre d'abord des Américains, et c'était leur théorie, c'était leur proposition. Après, le Maroc n'avait suivi que les États-Unis, hein, parce que d'abord que le Maroc ne revendiquait pas l'autonomie, mais il devait revendiquer carrément l'intégration du territoire du Polisario au Maroc. L'idée de l'autonomie venue des Américains. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la position de l'Algérie, c'était l'indépendance du Sahara, sous l'égide par un processus qui sera sous l'égide de l'ONU, et les choses ont demeuré ainsi. Il y a eu même le port-produit d'un Américain qui normalement devait organiser un référendum dans ce sens. Après, bon, les choses sont retournées et l'idée de l'autonomie est revenue, c'est tenu par les Américains, par les Français, pratiquement par toute l'Europe et les États-Unis. Donc, non, c'est pas le Maroc qui avait soutenu en premier l'autonomie, mais c'était un projet américain. Maintenant, vous m'entendez, le Hussein? Oui. Allô? Donc maintenant, oui. Je disais que maintenant qu'ils sont enfin entendus ou bien ou ils ont enfin accepté l'idée du dialogue, on pourra qu'applaudir, parce que nous sommes toujours dans la position de non-ingérence. Pour moi, en ce qui concerne de toute façon, je suis toujours dans la position de non-ingérence, et qu'une solution doit être trouvée par les belligérants qui sont d'abord le Polisario et le Maroc. Mais ce qui est désolant dans l'histoire, c'est notre rôle à nous. C'est notre rôle à nous. Parce que d'abord, avant bon, c'est vrai que par principe, on doit soutenir tous les pays qui aspirent à l'autodétermination, à l'indépendance. Ok, il n'y a pas de problème. C'était quoi notre intérêt dans toute cette histoire? Quel était notre intérêt? On a dépensé des sommes incroyables, de l'argent public. On a dilapidé des milliards en argent ou des millions en argent public, l'argent du peuple. Pourquoi faire? Pour quel intérêt? Pour quelle stratégie? Demain, le Polisario aura son autonomie ou aura son indépendance. Quel est notre intérêt dans cette histoire, dans cet événement? Demain, le Polisario aura son indépendance. Quelle sera l'autre diversion que ceux qui sont en... Oui.
Pourquoi ça trahit le manque de vision, ça trahit le manque de vision que nous avons tout le temps condamné, que nous avons tout le temps fait. C'est qui? C'est pas le pays de Polisario ou le Maroc, bien sûr. Mais le perdant, suivez mon regard. Le perdant est, suivez mon regard. Toute initiative de paix, toute initiative de dialogue est la bienvenue. Mais il faudra souligner une chose, c'est que quel est notre rôle dans cette histoire? Parce que maintenant, c'est comme si ils tiraient le tapis sur nous. Hein. C'est comme s'ils coupaient l'herbe sous nos pieds. Ou bien on suit. Majid Hachour, c'est un peu la position officielle du régime aussi, non? À chaque fois, c'est ce qu'ils nous disent, du moins, hein, c'est que l'Algérie n'est pas un partenaire dans cette histoire. Si vous voulez vous dialoguer, bah, dialoguez-vous. C'est entre vous, le Maroc, et le Polisario. À chaque fois, vous avez l'idée, D'accord, mais comment expliquer ce qu'on appelle le cloufisme? Celui qui ne soutient pas le plan de l'ONU est un ennemi. Alors, on crée un incident, on évoque un incident entre la France et l'Algérie parce que la France soutient le plan de l'autonomie. On évoque un incident, on crée un incident avec l'Espagne et on se fait fâcher avec l'Espagne à cause de quoi? Parce que l'Espagne soutient le plan de l'autonomie. Un autre pays, des pays africains qui soutiennent le plan de l'autonomie, on se fâche avec eux. Et comment expliquer ce cloufisme? Si vous dites que, à la limite, vous ne soutenez pas l'autonomie, tant mieux, ou tant pis. Et vous soutenez le plan onusien. D'accord, vous êtes un pays parmi tant de pays de l'ONU. Le Polisario, c'est pas notre monopole. Je suis désolé. Si vous dites que c'est d'abord le Polisario et le Maroc qui doivent négocier, et laissez-les négocier. Pourquoi ce cloufisme? Expliquez-nous pourquoi ce cloufisme. C'est cela le problème. Un cloufisme qui découle d'un manque de vision qui date de 1975 malheureusement. Parce qu'on a accusé la France. Les gens ne pensent qu'en 2025, mais la France a soutenu le Maroc en 1975. Et puis on voit débarquer Giscard d'Estaing à la Rio d'Ain. Le soutien de la France au Maroc ne date pas de 2025. Je suis désolé, il date de 1975. Et pourquoi conduire cette histoire juste en 2025? Avec l'Espagne aussi. Jamais l'Espagne à la soutien. Non, soyons sérieux. Pour moi, le problème, c'est qu'un fonds de commerce, moi j'espère qu'ils arrivent à une solution, qu'il y aurait une solution entre le Polisario et le Maroc, juste pour une chose, pour qu'on cesse avec ce fonds de commerce qu'on appelle le Polisario. Voilà. Merci Majid Hachour. Sofiane Hanachi, nous allons écouter, regarde cette vidéo. تراجع دور المجلس الأمن في فرض المواثيق الدولية وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعثر مساعيه في فرض الحلول السلمية المنسجمة مع المشروعية الدولية واستمرار حالة الشلل لدى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو التي لم تنهض بماموريتها الأساسية في تنظيم الاستفتاء مرورا بالمواقف التآمرية لرئيس حكومة إسبانيا والرئيس الفرنسي والدعم المالي لبعض دول الخليج وصولا إلى استدراج التمثيل القنصلي لبعض الدول المأجورة إلى مدن الصحراء الغربية المحتلة وما لكل ذلك من تهديد للسلم والأمن في المنطقة. Sofiane Hanachi, peut-être, je ne sais pas, certains pourraient dire pourquoi s'attaquer à tout le monde comme ça, aux institutions internationales surtout. J'ai entendu une certaine opinion qui disait que ce monsieur-là, il a embarrassé le pouvoir algérien. Non, pas du tout. Ce qu'il vient de dire maintenant, il a été dicté par l'armée algérienne. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas diplomatiquement attaquer la France formellement et les Émirats. Ils le font passer
par le Polisario, et le voilà qui vient de le dire. C'est aussi clair. C'est aussi clair que ça. Il n'y a pas d'embarrassement pour eux. C'est eux qui l'ont prémédité et qui l'ont fait. Merci, Sofiane. Sofiane, un dernier mot par rapport à ces deux questions. Voilà, il faut. Je me demande s'il y a des, comme on dit en arabe, dans notre institution militaire, de se réveiller un petit peu et, comme on dit en anglais, de sentir le café. They need to smell the coffee. Il faut qu'ils se réveillent un petit peu à la façon dont on est en train de gérer la question sahraoui. Avoir une milice armée qui, en fait, n'est pas capable même pas de se battre. Hein. C'est une petite fraction qui vit chez nous, qui est armée, qui est nourrie, et des fois ils font des opérations de banditisme et ils viennent se cacher chez nous. Alors là déjà c'est une entrave parce que il faut un problème. Et le problème, c'est que, comme je l'avais dit en premier, mon problème, c'est pas soutenir l'indépendance du Sahara occidental ou ne pas le soutenir. Vous pouvez être pour la solution A ou pour la solution B, ça c'est pas un problème. Mon problème, c'est la manière dont l'Algérie soutient la question sahraoui. Ils le font au détriment des ressources algériennes, au détriment de notre économie. Ils le font au détriment de nos relations internationales. Ils le font au détriment de notre développement économique. Là, quand ils ont rompu avec l'Espagne, il y a eu interruption de certains médicaments qu'on importait de l'Espagne. Et d'un seul coup, ils n'ont même pas eu un plan de contingence avant l'annonce. Ils ont coupé comme ça et tout a été coupé. Il y a eu des médicaments. Il y a eu aussi une commande pour les avions anti-incendie aussi qu'ils ont annulé. Et après, ils sont partis chez les Russes. Et après, il s'est avéré que même les Russes, ils ne peuvent pas leur fournir les avions. Vous voyez, un comportement complètement ridicule du gaspillage de ressources qui peuvent être réorientées pour d'autres choses plus utiles à nous. Vous pouvez toujours soutenir la question du Polisario sur le plan international, mais pas être sans sponsor, pas être sans financier. Comme j'avais dit tout à l'heure, il y avait une délégation qui est partie au Brésil pour le 17e congrès du Parti du Parti du Travailleur. Qui a payé les hôtels? Qui a payé les vols si ce n'est pas notre propre avion? Et ben tout ça. Et je viens aussi de partager avec vous sur WhatsApp un article qui vient de tomber il y a 3 heures, je crois vers 4 heures de l'après-midi, sur El País, qui dit que les États-Unis, ils sont en ce moment, ils sont en train d'explorer des solutions économiques pour le Sahara occidental. Et en fait, ils veulent faire des investissements aux compagnies américaines dans le territoire sahraoui. Je crois que cette question, elle est morte. En principe, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit penser à désarmer, en fait, cette fraction et à les convaincre à rejoindre le plan qui est en train de s'imposer de toute façon. Il faut voir la réalité des choses. Hein. Merci Sofiane Hanachi, merci. Désolé, on a dépassé apparemment le temps. Je ne sais pas si Majid est avec nous ou pas pour 30 secondes. Majid Hacho? Non, il n'est pas là. Merci Sofiane, merci Majid, merci à vous toutes et à tous. Demain,